Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée, si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale, très pieuse, avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Alors Antoine-Philippe de la Trémoille, prince de Talmont, était un des chefs vendéens. La particularité, c'est que c'était un prince. Contrairement aux autres chefs vendéens qui étaient de la petite noblesse, la noblesse provinciale, lui c'était un prince qui est une très puissante famille, donc la famille de la Trémoille, ou la Trémoille, il y a plusieurs façons de dire, ou la Trémouille aussi, puissante famille qui remonte au Moyen-Âge. Et cette famille très puissante possédait de nombreuses propriétés à travers la France, et notamment le château de Thouars, le château des La Trémoille, qu'on peut encore admirer de nos jours. Et donc en fait, Talmont était le seul chef vendéen de la haute noblesse, de la très haute noblesse. Pendant l'Ancien Régime, il a une vie de la noblesse de cour, en fait, donc assez détachée de la réalité de la vie de la noblesse provinciale. Mais lui se montre dès le départ opposé à la Révolution, contrairement à beaucoup de membres de la haute noblesse qui étaient favorables à la Révolution. Il ne faut pas oublier que la Révolution, comme le disait Chateaubriand, a commencé avec les patriciens et a terminé avec les plébéiens. C'est vraiment la noblesse qui est à l'origine de la Révolution. Mais lui, le prince de Talmont, se montre opposé à la Révolution et il va animer ce qui s'appelle la Ligue du Poitou. C'était un rassemblement de la noblesse poitevine qui s'opposait à la Révolution et qui fomentait, qui préparait en fait la restauration du pouvoir de Louis XVI d'avant 1789. Sauf que leurs projets ne vont pas aboutir en raison de l'arrestation de Louis XVI à Varennes lors de sa tentative de rejoindre Montmédy. Et donc le prince de Talmont et ses amis vont rejoindre Coblence en Allemagne, donc où ils vont être en immigration et ils vont, comme tous les nobles à Coblence, ils vont s'enliser dans l'inaction. Mais Talmont va faire plusieurs voyages vers l'Angleterre, mais il ne participe pas à des actions concrètes. Sauf qu'intervient le soulèvement vendéen en 1793, et donc quand il en entend parler, il décide de rejoindre l'insurrection, et donc il rejoint la France. Et en fait, en rejoignant la France, il a réussi à retrouver les Vendéens à Angers, le 17 juin 1793, quand les Vendéens viennent de prendre la ville d'Angers sans coup férir. Là, on est quelques jours avant la bataille de Nantes. Et les Vendéens sont très surpris, même gênés de voir un prince se joindre à eux, puisque donc la haute noblesse avait dédaigné la cause des Vendéens, ils sont restés en émigration. Et donc le prince de Talmont est un des seuls à avoir franchi le pas. Et donc très impressionné, il décide de donner à Talmont le commandement de la cavalerie vendéenne. Alors c'était pas une très grande cavalerie, c'était surtout des chevaux de labour montés par des paysans, mais c'était de très braves cavaliers qui étaient commandés par un jeune homme qui s'appelait Henri Forestier, qui avait seulement 18 ans, qui commandait la cavalerie vendéenne. Donc Forestier accepte de lui donner le commandement et de devenir son second. Et Talmont, à ce moment-là, il faut imaginer qu'il a seulement 27 ans.
très jeune, comme tous les autres chefs vendéens, 27 ans. Et il participe à de nombreux combats, mais son rôle va être parfois assez décrié parce qu'on lui reproche d'être assez vaniteux en raison aussi de son titre et du monde duquel il est issu. Et c'est notamment à la bataille de Nantes, le 29 juin 1793, que son rôle est décrié, puisqu'il était très intrépide, brave, mais parfois irréfléchi. Et on l'accuse d'avoir, à la porte de Vannes, qui venait d'être prise par les Vendéens, on l'accuse d'avoir fait retourner des batteries d'artillerie sur les Républicains qui évacuaient Nantes, qui battaient en retraite. Et donc, du coup, il a bloqué l'évacuation des Républicains. Et donc, les Républicains qui étaient désormais bloqués dans Nantes n'ont plus d'autre choix que de résister jusqu'au bout. En fait, il aurait dû laisser les Républicains s'échapper par la porte de Vannes, et comme ça aurait permis de prendre la ville beaucoup plus facilement. Sauf qu'il a retourné donc les batteries, et c'est pour ça que ça c'est une des causes en fait de l'échec de Nantes. Après, il y a, comme on le sait, Jacques Catineau qui va être grièvement blessé, donc qui va marquer le départ des Vendéens qui vont évacuer Nantes. Donc il continue à combattre dans les rangs de l'armée catholique royale, donc à la tête de la cavalerie. Comme je disais, son rôle va continuer d'être décrié. Il y a notamment cet épisode à la bataille de Luçon où les pédrets de Charette, les maréchins de Charette participent. Le prince de Talmont va un petit peu blesser l'orgueil des maréchins en disant que ses troupes étaient meilleures que celles de Charette. Donc ça va exacerber les tensions entre d'un côté les Bocquins et les maréchins. C'est vraiment deux mentalités différentes. Celle de Charette les maréchins de Charette qui étaient très indépendants, beaucoup plus fêtardes on pourrait dire, alors que les Bocquins étaient beaucoup plus catholiques dans la dévotion. Et donc c'est deux états d'esprit différents. Et donc le prince de Talmont a été décrié notamment au cours de cet épisode. Il a participé à la virée de Galerne. Là il va avoir un grand rôle, il va reprendre l'ascendant sur l'armée catholique royale, parce qu'il était un petit peu marginalisé en raison justement des tensions qu'il a contribué à exacerber. C'est au moment de la bataille de Cholet qu'il va encourager les autres chefs vendéens à évacuer la Vendée pour se porter au nord de la Loire pour chercher l'aide des Anglais. Alors pourquoi? C'est parce que le prince de Talmont possédait énormément de propriétés, notamment dans le Maine, autour de Laval, c'était son fief. Et l'idée, en amenant l'armée vendéenne au nord de la Loire, c'était à la fois de rejoindre les Chouans bretons et Mignots, mais c'était aussi donc, de faire de Laval la capitale du pays insurgé, et donc de reprendre la main sur l'insurrection vendéenne. Sauf que c'est Henri de la Roche-Jacquelin qui va être nommé jeune généralissime à la suite d'Elbé, et il va y avoir des tensions entre M. Henri et Talmont, et notamment un épisode lors de la virée de Galerne où les hommes du prince de Talmont arborent les armes de Talmont sur un drapeau. Enfin, ce sont des aliérons qui sont représentés sur son blason. Et Henri de la Roche-Jacquelin, quand il voit ça, il ordonne aux hommes de Talmont d'enlever cette bannière en leur disant « Nous ne connaissons que la bannière Fleur-de-Lysée ». Il ne voulait surtout pas qu'il y ait un état d'esprit féodal qui se mette en place. Et donc il y a une tension entre les deux hommes, mais malgré tout il s'estimait, puisque lors d'un autre combat à Dole de Bretagne, Talmont va avoir un rôle qui va permettre de sauver les Vendéens de l'anéantissement. Donc il faut bien cerner son caractère, il est assez prétentieux, assez vaniteux, mais il était vraiment très brave. D'ailleurs il y a certains Vendéens qui l'avaient accusé d'avoir voulu déserter pour rejoindre l'Angleterre. On pense que ce n'était pas le cas, finalement c'était pour permettre à des femmes de quitter l'armée vendéenne pour rejoindre l'Angleterre, mais lui, il a bien l'intention de se battre jusqu'au bout, comme le montre sa fin héroïque. L'armée vendéenne qui a échoué à prendre Granville va revenir vers la Loire et va échouer à traverser la Loire, puisque Angers demeure est défendu fermement par les Républicains. Et donc Talmont va suivre l'armée vendéenne dans sa déroute donc vers Le Mans, et ensuite ils vont revenir vers Nantes. Et c'est à ce moment-là que la Roche-Jacquelin réussit à traverser la Loire avec une poignée de soldats pour rejoindre la Vendée. Alors c'est pas qu'ils désertent l'armée vendéenne, c'est parce que toute l'armée vendéenne devait traverser, sauf qu'il y a des canonnières qui sont arrivées à ce moment-là, des canonnières républicaines qui ont empêché au reste de l'armée vendéenne de suivre la Roche-Jacquelin. Donc la Roche-Jacquelin s'est retrouvée bloquée côté Vendée. Donc suite à ça, Talmont espère devenir le nouveau généralissime de l'armée catholique royale, mais c'est un autre chef vendéen qui va être nommé, Fleuriot de la Fleurière, et qui va devenir donc, le nouveau généralissime. Et Talmont va en prendre ombrage, et il va décider donc, de quitter l'armée vendéenne pour faire cavalier seul avec une poignée de fidèles.
quelques jours après, l'armée vendéenne sera massacrée dans les marais de Savenay, le 23 décembre 1793. Et Talmont donc, va mener une vie errante pendant quelques jours à travers le Maine. Il essaie de réunir des bandes de chouans, mais il échoue. Et il va être reconnu, donc c'est dans le village de Bazouges du désert, donc c'est vraiment au milieu, au fin fond du Maine, qui est dans l'actuel département de la Mayenne, qui va être capturé. Alors il y a plusieurs récits qui divergent. On dit que c'est une servante qui l'aurait reconnu. D'autres histoires racontent que c'est un enfant à qui il avait confié une pièce pour aller acheter du pain, en fait, qui a permis de retrouver la trace de Talmont, puisque en cette période, avoir une pièce d'or sur soi, c'était assez rare et c'était suspect. Et donc c'est comme ça que les gardes nationaux auraient retrouvé la trace du prince de Talmont. Ils l'auraient donc capturé dans le lieu-dit de Malagra, c'est un hameau, et donc il était cerné par les Républicains et il était emmené vers Rennes dans un premier temps pour être jugé. Donc là, il est reconnu comme étant le prince de Talmont, parce qu'il faut imaginer qu'il n'est plus du tout dans sa toilette de gentilhomme, hein. Il est vraiment habillé comme un paysan, crasseux, en sabots, donc il n'a plus rien d'un gentilhomme d'Ancien Régime. Et il va passer devant une commission militaire qui est commandée par le général Esnula-Vallée. Et cet homme est conscient que Talmont est malade et qu'il n'en a plus pour très longtemps. Et il veut absolument l'envoyer à la guillotine. Donc il fait accélérer la procédure. Et il y a cet épisode qui est connu, qui est représenté dans un tableau où on voit donc Talmont habillé en paysan qui fait face à la commission militaire. Et parmi toutes les questions lors de son interrogatoire, on lui demande « Depuis quand est-il avec les brigands ?» Et Talmont répond sans se démonter, il leur répond « Depuis que je suis en face de vous ». Et donc il est envoyé à la guillotine. Il va être guillotiné le 27 janvier 1794. Il vient juste d'avoir 28 ans. 27 janvier 1794, devant son château de Laval. Donc il est guillotiné. Et aussi pour la petite histoire, petit détail scabreux, les républicains qui ont toujours le sens de la propagande, donc récupèrent la tête du prince de Talmont, vont vider la cervelle, toutes les parties pourrissantes, et vont exposer la tête du prince de Talmont à l'entrée de à la porte de Laval, à l'entrée de la ville, pendant plus d'1 an. La tête va rester exposée pour servir d'exemple pour ceux qui auraient des velléités de rejoindre la chouannerie. Et le prince de Talmont meurt en fait la veille de la mort de Monsieur Henri, puisque Monsieur Henri, lui, va mourir du côté de Cholet le lendemain, lors d'une embuscade. Alors la postérité du prince de Talmont, il a eu un fils qui lui a survécu, qui a combattu dans la grande armée napoléonienne, qui a servi notamment dans la campagne de Russie. Et pour la petite histoire, ce prince de Talmont, donc fils du commandant de la cavalerie vendéenne, a épousé une certaine Félicie de Duras, une jeune fille qui avait alors 17 ans, qui était la fille du duc de Duras. Et en 1815, ce prince de Talmont va mourir, et Félicie de la Roche-Jacquelin va épouser en seconde noces un certain Auguste de la Roche-Jacquelin, qui est le dernier frère de Monsieur Henri, le benjamin de la fratrie la Roche-Jacquelin. Et donc c'est pour ça qu'elle deviendra Félicie de la Roche-Jacquelin et qu'elle se fera connaître notamment en 1832 lors de la tentative de soulèvement de la duchesse de Berry. Donc pour conclure, on pourrait citer cet épisode lorsque le prince de Talmont monte sur l'échafaud à la tête de ses partisans, puisqu'il décide de guillotiner le premier pour encourager ses hommes. Il s'adresse au bourreau en lui disant « Bourreau, fais ton office, moi je fais mon devoir ». Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite, vive la France!